Deuxième partie du débat de France 24 consacrée ce soir à l'ambiance délétère au Royaume-Uni. Les deux principaux partis, les conservateurs, les travaillistes, au bord de l'implosion. Pour en parler avec nous ce soir, Evan O'Connell, vice-président de la section parisienne du Parti travailliste. Voilà pour le côté travailliste. Côté conservateur, Paul Thompson est avec nous, également vice-président de la section parisienne du parti. Nicolas Sowells, maître de conférence à l'université de la Sorbonne Paris 1. Et Sophie Louswarn, depuis Londres, auteur de David Cameron, un conservateur du 21e siècle. Également avec nous, pendant quelques minutes, Hervé Amorik en direct de Londres. Hervé, on était en train de passer en revue principalement pour l'instant l'état du Parti conservateur. Une ambiance de fin de règne ce soir. Absolument, les coups de théâtre se succèdent, les duels fratricides se succèdent. Le dernier, évidemment, c'est celui qui a empêché Boris Johnson de se présenter dans cette course au titre, dans cette course pour être Premier ministre, parce qu'il a été tout simplement frappé dans le dos au dernier moment par son allié dans la campagne pour sortir de l'Union européenne, l'ancien ministre de la Justice, Michael Gove. Finalement, s'est adressé aux caméras pour dire que son allié Boris Johnson n'avait pas la carrure suffisante pour rassembler, parce qu'il faut un rassembleur maintenant, alors que le pays et le Parti conservateur sont fracturés, sont divisés. Mais Michael Gove, lui, peut se présenter parce qu'il juge avoir le charisme et l'allure nécessaire d'un rassembleur. Mais ce n'est pas le favori dans cette course au titre. Le favori, c'est la ministre de l'Intérieur. La ministre de l'Intérieur, Theresa May, peut-être qu'après une dame de fer dont on se souvient, il y aura une dame d'acier au Royaume-Uni avec Theresa May. Effectivement, a la capacité de rassembler. Elle a fait campagne plutôt... elle n'a pas fait campagne sur le devant de la scène, mais elle s'était rangée du côté de David Cameron, parmi ceux qui veulent se maintenir. Absolument, du côté de David Cameron. Et elle s'est faite donc beaucoup moins d'ennemis que David Cameron et Boris Johnson. Et maintenant, en revanche, elle se présente comme celle qui est capable d'assembler les deux partis. Elle dit qu'elle va nommer un ministre, si elle est élue, un ministre chargé de la négociation avec l'Union européenne, que ce ministre-là viendra du camp eurosceptique. Elle dit également qu'il n'est pas question d'un nouveau référendum, pas question d'élection anticipée. Elle mettra en œuvre la voix populaire. Le vote maintenant a sonné. L'Union européenne, il s'agit de la quitter et de choisir le bon chemin pour la quitter. C'est ce qu'elle va s'efforcer de faire si elle est élue, bien entendu. Ce défi devrait durer quelques semaines parce qu'il y a une demi-douzaine de candidats qui seront éliminés chaque semaine un à un jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que deux. Et on pourrait très bien se retrouver avec le ministre de la Justice face à la ministre de l'Intérieur pour cette finale entre donc Michael Gove d'un côté et Theresa May de l'autre. En tout cas, chaque jour, des coups de théâtre, chaque jour, quelque chose d'imprévu. C'est passionnant. Hervé Amorik qui suit ça donc avec passion, merci beaucoup, depuis Londres. Paul Thompson, vous me corrigiez, vous aviez tout à fait raison, je disais ambiance de fin de règne, un petit peu bête parce qu'on est effectivement en fin de règne, David Cameron part, et surtout vous me disiez interrègne. Mais oui, il y a un processus consistant à trouver le remplaçant de David Cameron. Ce n'est pas inhabituel que des batailles assez vigoureuses s'engagent en pareilles circonstances. Et ici, comme je disais tout à l'heure, les enjeux sont particulièrement cruciaux, donc cela donne une importance particulière à la situation et les tensions sont accrues à cause de ça. Mais je voudrais proposer de vous contredire assez franchement sur la caractérisation d'implosion du Parti conservateur que vous avez utilisé à deux reprises. Je pense que c'est un des plus vieux partis politiques du monde. Il a connu de grandes batailles de principes au 19e siècle, au début du 20e siècle, et à différentes reprises. Et il y a une... Je crois que personne aujourd'hui met en doute. Je crois que ce soir, personne ne met en doute le fait que le Parti conservateur puisse survivre. À ce titre, je vous donne certainement raison. En revanche, les lignes de force du parti, elles, vont totalement changer.
Oui, on peut le dire comme ça, mais il faut savoir que Theresa May a été considérée avant le lancement de la campagne référendaire comme étant une figure eurosceptique de choc. Je pense qu'elle n'a pas été perçue comme appartenant à l'aile europhile du Parti conservateur. Elle s'est d'ailleurs... Mais elle n'a pas fait campagne pour le Brexit. Hein. Non, mais c'était peut-être par opportunisme où elle pensait que c'était bien que quelqu'un se tient en réserve. Par exemple, elle a défendu à plusieurs reprises l'idée de faire sortir le Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui, sur le plan des principes, est quelque part presque plus radical que de le faire sortir de l'Union européenne. Idée qu'elle a depuis abandonnée. Aujourd'hui, il me semble, au jour de son lancement de campagne, elle a abandonné cette promesse de sortir le Royaume-Uni de la CEDH. D'accord, je n'étais pas au courant de ça, mais ce n'est pas une figure considérée comme europhile, et donc elle est peut-être effectivement bien placée pour unifier le parti, et je pense que entre ce que dit Sophie O'Swan et moi-même, en fait, il y a une certaine compatibilité, parce que Boris Johnson a pu conclure, grâce au coup d'épée dans le dos de Michael Gove, qu'effectivement, il n'était pas en mesure de rassembler le parti, et que donc il valait mieux s'éclipser. Sophie O'Swan, sur Michael Gove, je voudrais vous entendre et je voudrais vous lire surtout une citation de Michael Gove qui a dit à plusieurs reprises dans les médias, dans des interviews depuis plusieurs années, qu'il n'estimait pas avoir l'étoffe d'un Premier ministre, la carrure d'un Premier ministre. Il a dit « Je ne fais pas partie de ces gens qui sont suffisamment brillants ». Voilà, on va le dire. J'ai plusieurs fois répété que je ne voulais pas être Premier ministre. Ça, c'est ce qu'il disait aujourd'hui, mais ce qui se passe depuis jeudi dernier m'a énormément fait réfléchir. Je voulais aider à construire une équipe derrière Boris Johnson afin qu'un politicien qui a tant œuvré pour le Brexit puisse nous mener vers un meilleur futur. Mais c'est avec réticence que je suis arrivé à la conclusion que Boris ne peut être ce leader ou même construire l'équipe capable d'accomplir la tâche que nous devons accomplir. Et ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'en plus de cette déclaration, on sait que Michael Gove estime, et il l'a estimé, je ne pense pas avoir les capacités exceptionnelles requises pour ce poste. Oui, tout à fait. Alors, je crois que la candidature de Michael Gove est celle d'un homme très rigoureux intellectuellement et qui a été désarçonné de voir Boris Johnson incapable de mettre en place un scénario face à la victoire du Brexit. Aujourd'hui, Michael Gove est soutenu par le modernisateur Nicholas Bowles, qui présidera sa campagne, par le ministre de la Culture Ed Vaizey et par son secrétaire d'État à la Justice, Dominic Raab. Michael Gove a été pendant longtemps ministre de l'Éducation de David Cameron. Il a mené les réformes de l'éducation. Et puis, il a été nommé ministre de la Justice. C'est un membre du Parti conservateur qui a été élevé dans les écoles publiques et qui se démarque des hommes politiques qui ont fait leurs études à Eton et à Oxford. Et je pense qu'il veut finalement affirmer sa personnalité face à Theresa May, qui, je le répète encore une fois, est sans doute la candidate la plus crédible et qui sera à même de réunifier ce parti qui n'est pas en implosion, qui est simplement divisé entre les 130 députés qui ont voté pour le Brexit et puis les autres qui ont voté pour le Remain, et dont fait partie Theresa May, qui était aux côtés de David Cameron et de George Osborne pendant la campagne. Ça sent quand même drôlement l'improvisation, hein, cette déclaration de candidature de Michael Gove. Mais vous savez, je crois qu'au lendemain de la victoire du Brexit, il était tout à fait probable d'envisager une candidature de Michael Gove, même s'il estimait qu'il n'en avait pas les capacités, qu'il n'avait pas l'ambition dévorante de Boris Johnson de devenir Premier ministre, ce qui a amené l'ancien maire de Londres, d'ailleurs, à faire campagne pour le Brexit, simplement pour sa carrière politique. Et aujourd'hui, il fait figure de personnage inconsistant. Comme Theresa May l'a dit, il fait figure d'un homme politique qui considère la politique comme un jeu. Et je crois que le ministre de l'Intérieur, Theresa May, a attaqué ce type
de politique à la petite semaine, ce carriérisme d'une partie de l'élite politique britannique, et elle comprend le peuple britannique et justement veut mettre en place les négociations pour l'avenir du commerce, pour maintenir l'Écosse dans le Royaume-Uni et pour sortir la Grande-Bretagne du tumulte de l'après-Brexit. Vous savez, c'est quand même intéressant ce que vous nous dites quand vous nous dites que Theresa May, elle, contrairement aux autres, comprend le peuple britannique, parce que ce soir, malgré les critiques qui pleuvent sur Boris Johnson, s'il y en a bien un qui a fait la preuve de son génie politique, de sa capacité tout de même à déplacer des montagnes et susciter les passions, c'est Boris Johnson. Au-delà du cercle du Parti conservateur, justement. Il a menti au peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, une partie des personnes qui ont voté pour le Brexit le regrettent amèrement, car ils n'ont pas mesuré les conséquences de leur vote. Boris Johnson leur a menti en leur promettant le contrôle des frontières, en leur promettant le retour de la souveraineté nationale. Mais finalement, il a créé une situation d'incertitude économique et d'incertitude politique, et il s'est placé en contradiction avec la politique qu'il avait menée quand il était maire de Londres. Je voudrais dire quelque chose, si vous permettez. On vous écoute, rapidement. Je pense que verser dans ce catastrophisme n'est pas intellectuellement rigoureux. Il est tout à fait normal, après une vote aussi important, qu'il y a quelques perturbations dans les marchés financiers. Oh, oui. Et les marchés se sont déjà redressés sensiblement. Le FTSE 100 est aujourd'hui à près de 6 375 €. La bourse de Londres a effacé ses pertes, c'est vrai. Et c'est même un peu au-dessus du niveau d'avant le référendum. Et donc c'est une démarche qui est favorisée par ceux qui essaient de revenir en arrière sur le résultat. Personnellement, j'étais déçu par le résultat, mais je pense qu'il doit absolument être respecté. C'est extrêmement important pour la culture politique du Royaume-Uni et même de l'Europe. Bon, ça marmonne un petit peu, ça ronge son frein de ce côté-là de la table. Nicolas Sowells et ensuite Evan O'Connell. Je ne veux pas prononcer pour le Parti conservateur, mais le problème de fait, c'est que c'est quand même un pays qui est profondément divisé. Même si 52% de l'électorat a voté pour le Brexit, et peut-être beaucoup regrettent, ça on ne sait pas exactement, il y a quand même 48%. Les sondages ne montrent pas ça. Les sondages ne prouvent pas qu'il y a un regret massif et que si le vote était à refaire demain, le résultat serait différent. Il y a des preuves un petit anecdotiques pour ça. Est-ce que vous préférez des élections à 100% ou 99,9%? Non, mais je pense pour un changement. Il y a des régimes qui sont capables de produire ces résultats. Il faut un peu plus de sérieux et un peu plus de soutien du peuple ou du soutien du système représentatif aux États-Unis. Vous estimez que le seuil pour enclencher ou pour valider les résultats aurait dû être plus élevé que 50%? Pour changer la Constitution, il faut les 2/3 du Sénat ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. Il y a une pétition en cours qui a recueilli plus de 4 millions de signatures. C'est une décision quand même qui est absolument énorme, la sortie de l'Union européenne. Et Michael Gove, il y a quelques semaines encore, il disait on va sortir du marché unique. C'est même pas seulement on va sortir de l'Union européenne, on va sortir du marché unique. On peut avoir un traité de libre-échange comme l'Albanie, par exemple. C'est pas quelqu'un non plus qui est très bien briefé sur ce dossier. Et comme je vous ai dit, on apprend hier, par un email encore de sa femme, que vendredi matin, il ne s'attendait pas du tout. Il se couchait tôt, il ne s'attendait pas du tout. Est-ce que David Cameron s'attendait à ce que le Leave gagne, vous pensez, le jeudi soir? Pas plus. Donc c'était. Pardon je pense que la plupart des responsables politiques ne s'attendaient pas au résultat. Je pense que tout le monde était surpris. Je pense qu'on est dans un débat. On est dans un débat légèrement inutile. Le référendum est passé. Non, je regrette amèrement le résultat. J'ai fait campagne pour le Remain, comme l'ensemble des travaillistes britanniques à Paris, comme la plupart des membres du parti. Mais le vote a eu lieu. Je ne suis pas d'accord sur les conséquences du vote, parce que je pense qu'on a vu le changement de prévision de croissance du Crédit Suisse et également du Economist Intelligence Unit, qui prévoit maintenant une décroissance d'1%. Mais bon,
là n'est pas l'essentiel. Un bémol juste sur les prévisions économiques, on trouve un petit peu ce qu'on veut en fonction, en fonction des analystes. Hein. Bien sûr, bien sûr. Tellement la situation est incertaine, mais continuez. Bien sûr. Excusez-moi, je dois quand même dire, je pense que dans un premier temps, la Grande-Bretagne va vers une dislocation économique importante. Ce soir, le livre a encore chuté 1,5% après l'intervention du gouverneur de la Banque d'Angleterre. Donc c'est vrai, vous avez tout à fait raison, que les bourses ont remonté un petit peu. Mais on est au début de ce processus. Les banques sont relativement fragiles en Europe, en Grande-Bretagne, partout. Les cours des bourses ont chuté de 20 à 30% la semaine dernière. On n'est qu'au début. Oui, effectivement, on est dans une incertitude totale. Un dernier point, dire que le référendum est passé, c'est très joli, mais c'est un peuple qui a voté contre la vie de sa jeunesse aussi. Et ça, c'est quand même quelque chose... La jeunesse, c'est pas assez déplacée. Elle a le droit de voter. Peut-être, mais les sondages, je ne sais pas, les gens qui dépouillent les sondages disent que la jeunesse, les gens de 18 à 25 ans, 26 ans, ont voté à 75% pour rester dans l'Union européenne. Les jeunes qui ont voté, qui n'ont pas voté assez nombreux. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais c'est quand même... Ça n'efface pas le caractère démocratique de ce vote. Ça n'efface pas le caractère démocratique. Le problème se pose toujours, dans une démocratie, qu'est-ce qu'un vote populaire peut faire? Un vote populaire ne donne jamais à la majorité le pouvoir absolu. C'est très important dans toute la philosophie britannique. C'est très important. Ce que le Parti conservateur, ils ont joué avec la Constitution, avec le pays deux fois de suite, sur l'Écosse et sur l'Europe. Ils ont joué au roulette russe. Et il va falloir parler de la responsabilité aussi du Parti travailliste avec vous, Evan O'Connell. C'est vrai, c'est les conservateurs qui ont lancé ça et les pots cassés vont durer pendant des années. Si je peux d'abord parler 2 secondes de l'État qui est, contrairement à ce que disent mes interlocuteurs, assez lamentable du Parti conservateur. Moi, je n'aurais pas envie, certes, ça ne va pas très fort chez nous. J'allais dire, c'est un peu facile. Là. Mais je n'aurais pas non plus envie d'être au Parti conservateur en ce moment entre une candidate qui a très largement... qui a voté contre la cause, qui a soutenu très largement la majorité des militants et des sympathisants de son parti, et de l'autre côté... un parti qui déteste la trahison et les coups d'épée dans le dos. On l'a vu avec Michael Heseltine qui était le favori pour remplacer Thatcher, qui a finalement perdu contre Major. Je pense que Michael Gove risque de se retrouver un peu dans la même situation. Donc entre un traître, entre guillemets, et quelqu'un qui ne respecte pas ou qui n'était pas du côté de la majorité du parti, je ne sais pas honnêtement. Là, si je ferme les yeux, honnêtement, si je ferme les yeux juste 2 secondes, j'ai l'impression que vous me parlez du Parti travailliste, votre parti. Non, mais c'est vrai. Jeremy Corbyn, aujourd'hui, on lui reproche d'avoir fait très timidement campagne pour le Remain, pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. On lui reproche de ne pas s'être investi du tout dans la campagne, d'avoir coûté des points au camp du Remain. Un procès qu'on ne fait bizarrement pas à Theresa May, d'ailleurs. On dit, ouais, elle était pour le Remain, mais finalement, elle n'a pas Jeremy Corbyn, on va parler dans les minutes qui nous restent du Parti travailliste. Jeremy Corbyn est dirigeant de l'opposition. Les travaillistes ne pouvaient pas ignorer que le vote de leurs sympathisants était capital dans cette élection. Dans ce référendum. Et effectivement, trop de travaillistes ont voté pour le Leave, environ 40%. Ce qui, à mon goût, est largement trop. Et ça reflète quelque part une dislocation, une déconnexion entre l'électorat travailliste d'un côté et le parti de l'autre. Sans refaire le match, on parle de ce qui se passe maintenant au sein de votre parti. Jeremy Corbyn qui s'accroche au pouvoir, qui... pourtant, fait l'objet d'une immense défiance de la part de la majorité des parlementaires travaillistes. Des parlementaires, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir... Le membre du parti, si je ne me trompe pas. Vous savez ça mieux que moi, mais... disons que... Les membres du parti qui comptent aussi. Il est difficile de savoir aujourd'hui si... Dans le cas où il y aura certainement une élection interne pour décider du leadership futur du parti. Et extrêmement contesté, Jeremy Corbyn. Il est extrêmement contesté par les députés. D'un autre côté, il reste très largement populaire chez une grande partie, voire la majorité des militants. Donc effectivement, il reste à voir si...
C'est la recette, entre nous, c'est la recette d'un parti qui peut continuer à être fracturé pendant longtemps. Moi, je dirais tout simplement que il faut de toute façon une solution, il faut un modus vivendi. Et tant mieux que ce débat pour, j'ai envie de dire, l'âme du parti, ait lieu maintenant, au même temps que la bataille pour le leadership du Parti conservateur. Parce que finalement, c'est le meilleur moment. On n'est pas en période électorale, on est en période post-référendaire. On peut vraiment se dire tout ce qu'on pense les uns à les autres. Moi, je vois certains qui parlent de proches de Corbyn qui essayent soit de l'encourager de démissionner, soit l'encourager de rester. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. En tout cas, que Corbyn reste ou parte, il faudra une réconciliation entre, d'un côté, les tendances qui étaient majoritaires, en tout cas, il y a un an. C'est difficile de savoir. Une tendance, on va dire, plus centriste au sein du parti. Non, justement, la tendance, on va dire, plus farouchement de gauche. Oui. Ça, c'est l'aile Corbyn, voilà, la gauche du parti. Et d'un autre côté, une majorité de députés plutôt... Pas tous blairistes. J'ai pas envie de dire qu'il n'y a que des blairistes et des corbynistes dans le parti, mais en tout cas des corbynistes et des non-corbynistes. Il faut trouver une façon de vivre ensemble. Et si Corbyn reste, il va falloir que Corbyn arrive à parler au groupe parlementaire. Si Corbyn part, il va falloir que celui ou celle qui le remplace sache parler à la base militante pour ne pas que toute cette énergie amenée par Jeremy Corbyn il y a un an parte. Sophie Luswarn à Londres, comment le Parti travailliste ce soir peut-il parler d'une seule voix avec un dirigeant aussi contesté et avec des lignes, avec des courants idéologiques rivaux au sein du parti qui s'affrontent actuellement pour le leadership? Oui. Alors, on peut véritablement dire que le Parti travailliste est en désarroi. Beaucoup d'hommes politiques travaillistes critiquent la campagne de Corbyn. Corbyn n'a pas joué le rôle d'un chef de parti dans la campagne et a manqué de charisme. 172 députés ont voté une motion de censure mardi à la Chambre des communes et Corbyn n'en a cure. Il dit qu'il doit son mandat aux membres du parti. 12 membres de son gouvernement fantôme... On parle de la base, les gens qui sont encartés et qui l'ont plébiscité. Voilà. 12 membres de son gouvernement fantôme ont démissionné ce week-end. Et Angela Eagle, qui a donné sa démission du gouvernement fantôme, a posé sa candidature à la tête du Parti travailliste aujourd'hui. Et Jeremy Corbyn n'en tient pas compte. Je trouve qu'aujourd'hui, le chef du Parti travailliste refuse de prendre ses responsabilités. 2 tiers des travaillistes ont voté pour le maintien dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, le Parti travailliste est divisé plus que jamais. La plupart des hommes politiques travaillistes considèrent qu'il devra y avoir une élection à la tête du Parti travailliste très prochaiement, car même une élection que Jeremy Corbyn est tout à fait à même de gagner une nouvelle fois. Oui, certes, mais néanmoins, je pense qu'il sera amené à organiser une élection face à la pression du parti parlementaire à la Chambre des communes. Evan O'Connell. De toute façon, il y aura une élection pour le leadership du parti, quoi qu'il en soit. Juste pour expliquer vraiment 2 secondes, sans faire tout le livre des règles du parti. S'il vous plaît. Voilà. Il y a 2 cas de figure. Si Corbyn se maintient, il faudra qu'un député qui veuille le défier arrive à réunir 50 députés pour se présenter contre Corbyn. Ce qui va arriver de toute façon. Alors, contrairement à ce que dit Madame Luswarn, Angela Eagle ne s'est pas encore déclarée. C'est plus ou moins sûr qu'elle sera candidate, mais ce n'est pas encore officiel. Soit il y aura un challenge du leadership, une candidature contre le leadership de Corbyn, auquel cas on ne connaît franchement pas les résultats. Soit les proches de Corbyn arriveront à le convaincre de se retirer pour le bien du parti, auquel cas il y aura de toute façon une élection interne pour décider du futur leader. S'il y a une élection dans ce genre de conditions, je pense que
il y aura des candidatures beaucoup plus nombreuses, des blairistes, des gens plutôt de l'aile gauche du parti. Voilà, on verra. Paul Thompson, en quelques mots, en quelques instants, vous avez l'occasion, vous, des conservateurs, vous exprimer sur ce tumulte au sein du Parti travailliste. Finalement, c'est un petit peu votre chance historique, au moment où les conservateurs sont affaiblis, qu'il se passe à peu près la même chose dans l'opposition. Encore une fois, je ne pense pas qu'on peut vraiment comparer. On peut toujours comparer, mais je pense que les situations sont très différentes. Il est important que le Parti travailliste fonctionne bien, qu'il joue son rôle d'opposition. Pour n'importe quel autre parti, c'est extrêmement important que la vie parlementaire fonctionne bien. C'est vraiment au cœur du système britannique. En ce qui concerne cette opposition entre une aile plus à gauche et une aile plus centriste, honnêtement, c'est pour le Parti travailliste de résoudre cette solution. Je ne partage pas l'avis de Mme Lussois en disant qu'il faut absolument qu'il donne sa démission. Aux différents responsables, à leurs différents niveaux, et selon les règles que le Parti travailliste s'est donné, de traiter cette situation difficile, et on verra bien ce qui en ressort. Paul Thompson, des conservateurs très élégants, qui se garde bien de critiquer le Parti travailliste. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis, merci à nos invités de nous avoir rejoints sur le plateau de France 24 et à Sophie Le Sworn également depuis Londres. On marque une courte pause, l'information continue sur France 24. Restez avec nous.